Bonsoir. 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 Alors, bienvenue à la soirée de la MAPS. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, OK. Donc, la soirée de la MAPS, la mouvance associative pour le partage des savoirs. La MAPS a pour mission d'offrir un espace de rencontre afin que nos conférencières et conférenciers puissent nous donner des pistes de réflexion sur les enjeux actuels et également sur les enjeux de la toile de fond du Québec. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Madame Anne-Hélène Clich, qui est professeure au département des études littéraires à l'UQAM. Madame Anne-Hélène Clich a plusieurs intérêts de recherche, soit la psychanalyse, théorie littéraire, écriture psychanalyse, Freud, Lacan, la Bible, littérature française du 20e siècle, également imaginaire contemporain. Elle travaille énormément, elle est très dévouée à la cause. Donc, elle va faire en fait une conférence qui est assez libre en 3 parties. Vous pourrez avoir la chance de poser des questions, aussi un espace où on va pouvoir discuter. Et sachez qu'il y aura une pause de 15 minutes que vous puissiez vaquer vos occupations personnelles. Le tout est filmé et sera diffusé dans les prochains jours sur le blog de la MAPS grâce à la boîte rouge qui sont tout à fait performants. Je vous inviterai donc à fermer téléphone cellulaire pour ne pas déranger notre charmante conférencière et aussi justement pour aider la diffusion du vidéo le mieux possible. Donc sur ce, je cède le micro à Anne-Hélène Clich et la MAPS vous souhaite une excellente soirée. Merci. Alors, à mon tour d'essayer de parler dans le micro, je vous dis tout de suite que je ne vous vois pas. Donc, si à un moment donné, vous avez l'impression que je parle toute seule, vous saurez pourquoi. Mais rassurez-vous, je vais m'informer au fil de mon petit texte. Je veux d'abord, évidemment, remercier 2 étudiants qui sont toujours inscrits au cours Enjeux du roman québécois. Émile Bordelot-Pitre et Yann Olivry, donc, qui ont eu la charmante idée de m'inviter et de proposer au MAPS que je fasse cette conférence. Donc, c'est eux-mêmes, d'une certaine manière, qui m'ont donné le sujet, puisque dans ce cours, on a parlé de la violence symbolique, donc telle qu'elle a pu être subie par le peuple québécois, puisqu'on travaillait des écrivains du Québec. Donc, je vais évidemment éclairer cette notion-là, mais j'ai voulu surtout la centrer sur la question qui nous occupe, à savoir la hausse des frais de scolarité et donc le mal-financement de l'université. Alors, en fait, je vais parler de 2 notions, la violence symbolique et la dette symbolique. Donc, je vais commencer par réchauffer la salle un peu en vous disant à quel point je suis épatée par votre mobilisation. Je vous trouve formidable. Et je suis très contente de parler ici, en particulier ce soir, puisqu'on atteint en fait un nouveau sommet dans cette grève qui rejoint de plus en plus de citoyens. Et donc, c'est vraiment bien. Il ne faut donc pas lâcher. Et moi, je considère que vous êtes en ce moment dans une grande école et que c'est une école, bon, bien sûr, de la démocratie et de la solidarité, mais c'est aussi une école de la parole et de l'engagement. Vous avez pris des risques et du coup, votre mobilisation est une école pour nous aussi, les profs, mais aussi les jeunes, les parents, bref, tout le monde. Alors, c'est très, très bien. Je pense que vous ne reviendrez pas indemne dans vos cours. Déjà, je suppose que vous avez changé. Alors, ce soir, je voudrais souhaiter que ce changement, issu de l'affirmation d'une révolte contre toutes les atteintes qui sont faites depuis des années au sens même du lien social et de l'éducation, bref, que ce changement se déploie et s'approfondisse bien au-delà de cette grève. Alors, c'est pour ça que je vais essayer de proposer une piste de réflexion qui, vous le verrez, n'est pas simple. En fait, on va travailler un peu ce soir. Je vais vous proposer de travailler. Je n'ai pas l'habitude de travailler dans les bars, mais je pense qu'on peut arriver à quelque chose, finalement, d'assez... En tout cas, on commence, on ouvre une piste. Alors, ce que
je disais hier, j'ai écrit un petit mot au comité, donc pour dire encore une fois que la mobilisation des étudiants nous donne enfin l'occasion de rendre public pour la première fois la question complexe du financement des universités qui, depuis 20 ans, a été totalement transformée, comme vous le savez, par l'idéologie néolibérale. Et à mon avis, c'est déjà ça une victoire, c'est-à-dire on en parle, et ça fait des années qu'on souhaitait qu'on en parle, et on n'arrivait jamais, évidemment, à se faire entendre. Alors, je veux aussi saluer le livre que vous connaissez tous, je suppose, de nos camarades Éric Martin et Maxime Ouellette, donc Université Inc., qui nous aide beaucoup d'abord à démystifier, à déconstruire les mythes qui soutiennent ce fameux impératif des hausses de scolarité. Et ce matin, dans Le Devoir, il y avait votre camarade du premier cycle en droit, qui s'appelle Timothée Labelle, qui nous rappelle le pacte international sur le droit à l'éducation gratuite. Semble-t-il que le Québec aurait signé ce pacte et donc ne semble pas s'en souvenir, le Québec donc, et le Canada. Alors, je crois que la réflexion ne fait que commencer et ce que je pense surtout, c'est qu'il va falloir travailler dans le temps pour ne pas perdre ce moment de réflexion sur l'éducation. Et donc, ça va nous prendre aussi de la patience. Alors, petit préalable, la violence symbolique dont je veux vous parler ce soir convoque la notion de symbolique, que je vais essayer d'éclairer rapidement. Sachez tout de suite que le terme, d'abord, n'a pas le sens qu'on entend habituellement quand on dit c'est un geste symbolique. Un geste symbolique, ça veut dire qu'il est significatif, mais sans grande conséquence. Il est là simplement pour représenter quelque chose. Ce n'est pas du tout ça le sens du terme symbolique qui est employé, qui me vient de la psychanalyse, et j'espère que tout le monde ne va pas sortir, mais en particulier de Lacan, dont je ne parlerai pas directement ce soir, mais il m'inspire beaucoup, et je vais vous montrer quand même que dans Lacan, il y a des choses à comprendre. Alors, la violence symbolique, c'est quelque chose qu'on subit et que le Québec a subi constamment dans son histoire. C'est évidemment pas propre au Québec. La violence symbolique, c'est une violence très répandue dans le monde et dans l'histoire. Et par exemple, l'idéologie néolibérale, c'est une violence symbolique que toute une civilisation subit actuellement. Alors, ce qui distingue une violence symbolique d'une autre violence, par exemple, des violences répressives, la violence policière, la violence politique totalitaire, par exemple, et même la violence révolutionnaire ou terroriste, ce qui distingue la violence symbolique de tout ça, c'est qu'elle vise l'ordre symbolique. Elle s'attaque donc au fondement même du lien social, qui est le sens du pacte. Et donc l'articulation signifiante qui fait qu'on est liés comme société, comme collectivité. Et le problème avec la violence symbolique, c'est qu'elle se donne comme une légitimité. Elle ne se présente pas comme une violence, elle se présente comme un discours qui va de soi et qui, d'une certaine manière, appelle le consensus. Et la grande perversion des violences symboliques, c'est qu'elles arrivent à mettre à contribution ceux-là même qu'elles visent. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas simple d'en parler, parce qu'on pourrait dire que l'adversaire est intériorisé. Et donc, je vais ouvrir un peu cette piste de réflexion, parce qu'à mon avis, elle est complexe, mais nécessaire. Donc, quand le discours de l'adversaire est intériorisé, que vous êtes vous-même actant de cette violence sans nécessairement l'avoir voulu, c'est très difficile à déconstruire, à défaire. Ce n'est pas comme se révolter contre un ennemi extérieur ou un adversaire qu'on peut facilement identifier et qui fait qu'on sait très bien où sont les camps. Alors, dans mon titre ce soir, que je ne l'ai pas encore donné, c'est « Ce que nous avons oublié ». Alors, il y a deux inconnus dans ce titre. Évidemment, la promesse du titre, c'est que je vais vous le dire, ce qu'on a oublié. Bon, alors, ce que nous avons oublié, c'est la première inconnue. Et c'est ce que dans je vais enlever ma montre qui cogne, et c'est ce que dans ce petit exposé, je vais essayer d'éclairer. Violence symbolique, dette symbolique. Ce qu'on a oublié, c'est que nous avons tous, comme sujet, une dette symbolique. Le « nous », qui bien sûr, comme je viens de le dire, donc renvoie
à la collectivité, au fond, à chaque sujet. Donc, l'autre inconnu de mon titre, c'est le nous. Alors, qu'on ait tous oublié, qu'on ait tendance à oublier cette dette, c'est une tendance psychique à méconnaître, à la refouler. Hein, c'est même un lieu commun de la psychanalyse, qu'au fond, on a tous tendance à l'oublier, cette dette. Je ne vais pas parler ce soir de tous un chacun, je vais parler du nous qui, dans mon titre, désigne surtout nous de la collectivité universitaire, c'est-à-dire nous les profs et les étudiants, qui en ce moment sommes apparemment solidaires contre un adversaire commun. Et au fond, la communication que je veux faire ce soir, c'est de dire, qu'est-ce qu'on a oublié, nous, et qu'on pourrait peut-être retrouver pour essayer de penser une résistance qui soit plus longue que celle du combat que vous menez actuellement. Alors, parce que la résistance, c'est aussi un travail à long terme, hein, qui implique une mémoire et une transmission. Alors, la grève des étudiants, donc votre grève, nous ramène tous à ce devoir, à cette dette symbolique. Alors, pour comprendre ces deux notions-là, de dette et de violence symbolique, je vais d'abord essayer d'éclairer la notion de symbolique. Ce qu'est le symbolique, d'accord? Ce n'est pas la symbolique. Alors, la symbolique, c'est par exemple, la symbolique au féminin, c'est par exemple l'ensemble des interprétations qu'on donne à un symbole. Par exemple, la symbolique du feu, la symbolique de l'eau. Bon, alors, toutes les interprétations possibles de cette symbolique. Ou encore l'ensemble des symboles appartenant à une tradition. Par exemple, la symbolique du tarot, de la Kabbale, etc. Ça, c'est la symbolique. Et je pense qu'au fond, il y a des dictionnaires de symboles. On connaît un peu plus communément cette notion-là. Le symbolique, c'est en fait l'ordre symbolique. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est l'ordre du langage. C'est le fait que parce que nous sommes humains, nous sommes parlants. Alors, ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire que notre rapport au monde passe par la médiation du mot, de la représentation, passe par le symbole, qui, avant même de renvoyer à un objet de la réalité, hein, il représente un pacte. Il représente, d'une certaine manière, le fait que nous appartenons à un ensemble, qui partageons ce langage, qui partageons la langue. Alors, les mots de la langue ne nous appartiennent pas, ils nous sont donnés, et pour les recevoir nous fait appartenir à un ensemble. Le fait donc qu'on entre dans la langue, eh bien, on est lié à cette espèce qui s'appelle l'humanité. C'est donc le symbole qui nous fait humains. Et ça implique, évidemment, qu'on ait un rapport toujours de médiation avec le réel. On est tout à fait inadéquat à la rencontre avec le réel. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais que le symboliser, c'est-à-dire le signifier, donc le parler pour le rencontrer, etc. On est donc toujours un peu décalé par rapport à ce qui serait, par exemple, une parfaite coïncidence avec notre environnement. Nous, notre environnement, les humains, outre le fait qu'on appartient quand même au bios, c'est un environnement de langage. Alors, pourquoi c'est un ordre, hein, l'ordre symbolique? Eh bien, c'est un ordre, c'est-à-dire c'est un système ordonnancé. Et donc, c'est un ordre dans lequel, en naissant, quand on arrive, finalement, on entre. Donc, ordre primordial dont on ne pourra jamais vraiment sortir. Alors, on le désigne comme un environnement ordonné parce que la parole humaine, c'est des choses évidentes, mais c'est très important de les dire. Donc, la parole humaine règle les échanges avec le monde, avec les autres. Et cette parole, avant même qu'on parle des lois juridiques, hein, avant même qu'on parle des lois, eh bien, cette parole est régie par des lois syntaxiques, par des lois métaphoriques, par des lois signifiantes, qui m'obligent, quand j'entre dans le langage, à entrer dans cet ordre-là. Hein. Si je veux parler, si je veux devenir un sujet, il faut que je m'assujettisse à cette loi qui est la loi de la parole, qui est un ordre nécessaire pour survivre comme humain. Cet assujettissement
parce que c'en est un, on n'a pas le choix, on entre, c'est le meilleur assujettissement qu'on puisse avoir, c'est celui qui nous fait sujet. Sujet du verbe, porteur d'un nom, inscrit dans une généalogie. Vous voyez bien qu'il y a une syntaxe. On entre dans une histoire, on vient de telle et telle génération, bon, etc. Et donc, on est porté par une parole qui était là bien avant nous et qu'on va nous transmettre, poursuivre, articuler à notre tour. La grande découverte de Freud, c'est ça, c'est que les humains sont malades du langage. Leur principal problème, c'est le langage. Leur maladie vient de là. Alors, je le disais tout à l'heure, évidemment vous le savez, on n'arrive pas parlant dans le monde. Quand on est, on ne parle pas. On est d'abord parlé par ceux qui nous accueillent et qui nous nomment. C'est très, très déterminant d'être ainsi. Donc, on va entrer dans notre milieu naturel, contrairement, on pourrait dire, à la vie animale qui entre dans son monde naturel et qui va très vite s'adapter. Nous, on entre dans notre milieu naturel, qui est un milieu de signes, de représentants, de paroles, etc. Et on va être d'abord entièrement parlé par l'autre. Alors, on reçoit donc la parole. Et cette parole que je la reçois parce qu'elle m'est adressée. Une parole, c'est adressée à quelqu'un. Et parce qu'elle m'appelle, elle me sollicite cette parole, c'est une atteinte à ce qu'on pourrait appeler la complétude. Je suis dans le magma, je suis là, et puis ça parle autour, et ça me demande quelque chose, ça me demande de parler. Donc, au commencement de la vie, l'autre me parle. Il m'appelle. Dans la Bible, il y a des très beaux passages. Quand on appelle, par exemple, Moïse, Moïse, la réponse c'est « me voici ». On répond à l'appel en surgissant dans le monde. Alors, au commencement de la vie, l'autre me parle, m'appelle, m'arrache à l'indifférencier et du coup, m'entame. C'est-à-dire que je vais être déterminée par ma dépendance à l'autre, par mon lien à l'autre, par mon appartenance à l'autre. Je vais recevoir sa parole. Et d'une certaine manière, ce qui va fonder mon rapport au monde, ça sera une inadéquation au réel. Quelque chose qui s'appelle l'incomplétude. Je ne suis pas tout. Je ne suis pas les deux sexes. Je ne suis pas tout pour ma mère. Ma mère n'est pas toute pour moi. Bref, toutes les premières expériences du manque se vivent et s'inscrivent dans cette transmission de la parole. Alors, ce que je veux que vous compreniez rapidement, parce que vraiment on fait une petite introduction sur cette question, c'est que la parole, avant même de dire quelque chose, avant même de dire ceci ou cela, elle a une fonction de lien. Elle me lie à l'espèce, et donc aux lois de cette espèce. Et sa loi fondamentale, c'est celle du sens. Être humain, c'est avoir été frappé par ça, entamé. Pourquoi l'autre me parle-t-il? Que me veut-il? Qui suis-je pour qu'il me parle? Qu'est-ce qu'il me demande? Qu'est-ce que je peux lui faire pour qu'il m'aime? Pour qu'il me réponde? Qu'est-ce que je lui veux, moi, à l'autre? Et ces questions-là qui sont les premières, qui font qu'on va se situer dans le réel, c'est les questions, finalement, qui sont les nôtres pour le reste de nos jours. Alors, c'est comme ça qu'au commencement de la vie, on entre dans le sens. Et Freud a une très belle manière de décrire ça, qui est très simple, en fait, c'est qu'au commencement de la vie, l'enfant crie. Et ses tout premiers cris sont des cris de douleur, sont des cris parce qu'il a faim, parce qu'il a peur, parce qu'il a soif. Tout crie en lui. Mais ce cri est reçu par quoi? Par une parole. Ce cri est interprété par la mère, par le parent. Et du coup, ce cri, qui au départ était pur cri, entre dans le signifiant. Et très vite, l'enfant va comprendre que son cri suscite la présence de la mère. Et on va tous faire ça, ce qu'on fait aussi tout le reste de notre vie, on crie pour rien. On crie pour que l'autre vienne. On crie pour appeler. Et donc, ce premier moment d'entrer dans le sens, c'est très, très tôt que ça se fait, et ça dit bien à quel point on va être déterminé par le sens. C'est le destin humain. Alors ça, c'est intéressant, le sens. Dans toute la pensée juive que j'ai travaillée aussi, donc en travaillant la Bible, j'ai travaillé la première Bible, qui s'appelle la Torah, le sens est à faire.
Et à mon avis, c'est quelque chose de fondamental qu'on doit reconnaître, et vous allez voir comment la dette symbolique se situe à partir de ça. Le sens, il ne nous est pas donné. Il est à faire. Il y a du sens. Quoi que vous fassiez, hein, ce que je disais tout à l'heure, on entre, il y a du sens. Ça signifie, les liens s'articulent. Si maman n'est pas là, c'est pour X raison. Les choses se signifient. Mais le sens reste à faire, c'est-à-dire que nous en avons la responsabilité. Et on voit bien, quand on dit ça, ce que ça peut susciter d'angoisse. Et c'est pour ça que la psychanalyse dit que les gens sont malades du langage. C'est que la première chose qu'on aimerait, c'est que du sens tout fait nous soit donné. Les grandes religions ont calmé les angoisses. Et ça ne donne pas des sens nécessairement restreints. Hein. Les grandes religions, c'est des sens très complexes. Mais par exemple, le christianisme, c'est des sens donnés. Il y a une transcendance, le monde a été créé pour ceci, vous êtes là pour cela, et du coup, il y a quelque chose de très apaisant. On n'a pas la responsabilité de créer le sens, il y a du sens. Et il y a un contenu de sens. Mais quand on sort de ces religions, hein, et on pourrait dire, dans toute la modernité actuelle, on est vraiment confronté constamment à cette question, il y a du sens à faire. Quel est le sens de ma vie? Comment je vais organiser ce sens? Et en fait, je dis, on a la responsabilité de faire du sens. C'est drôle, c'est très paradoxal parce que c'est notre liberté et c'est une obligation. C'est notre seule liberté, mais c'est la liberté de cette obligation qui me fait paradoxalement reconnaître qu'il existe une dette symbolique par rapport à laquelle je ne suis pas libre. Alors, la dette symbolique. Il n'y a pas de mode d'emploi pour payer cette dette-là. En fait, pire que ça, on ne pourra jamais la rembourser. C'est une dette qui doit constamment être reconduite. Et cette dette symbolique, c'est la dette que nous avons parce que nous avons reçu une parole. Il y a une phrase très intense qui est au cœur, on pourrait dire, de la question morale de cette dette, c'est qu'as-tu fait de la parole que tu as reçue? Alors, le sens est à faire, et je dirais, c'est ça la définition du sens. Il est à faire. Faire le sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire, évidemment, continuer de penser, d'interpréter. Ça veut dire poursuivre l'héritage en le resignifiant pour soi. Ça ne veut pas dire recevoir du sens, ou alors créer du sens de toute pièce. Ça veut dire aussi transmettre ce qu'on a reçu. Mais transmettre et hériter, ça veut dire aussi créer pour la génération suivante. Un parent, par exemple, et on ne parle même pas du monde intellectuel pour l'instant, on parle de la vie la plus humaine. Un parent est appelé à assumer cette dette au regard de ses enfants. Comment, lui, il va raconter l'expérience du sens qu'il a faite. Et il y a un texte magnifique pour comprendre les impasses de cette transmission, c'est la lettre au père de Kafka. Alors, lettre que Kafka avait écrite, qu'il adresse à son père et qu'il n'a pas donnée à son père. Il l'a donnée à sa mère, pour que la mère le donne au père. La mère ne l'a jamais donnée au père, après l'avoir lu. Et c'est nous qui en héritons, mais c'est très bien. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il dit, le fils Franz, à son père? Et c'est des reproches, en fait, qu'on peut entendre très souvent. Tu ne m'as jamais parlé à moi. Tu ne m'as jamais dit une parole vraie. Tu ne m'as jamais parlé du lieu de ton histoire à toi. Tout ce que tu m'as dit, ce sont des préceptes que tu n'étais même pas capable de respecter. Tu ne m'as rien transmis du judaïsme. On n'a fait que des rituels ridicules dont on ne comprenait rien. Bref, le reproche est absolument gigantesque et c'est un reproche qui porte précisément sur cette dette symbolique. C'est-à-dire, la dette symbolique, tu n'as pas fait du sens pour moi. Tu n'as pas raconté comment toi tu t'étais arrangé avec le sens. Ce qui donne à l'enfant une chance de connaître lui aussi cette expérience. Ça ne veut pas dire que le sens du père sera transmis intégralement à l'enfant, mais ça veut dire que le faire sens du père peut être transmis comme un impératif pour l'autre. Et de dire, ça n'a pas été facile, j'ai vécu ça, j'ai eu des expériences terribles, bon, etc. L'enfant est donc rassuré, même si on sait que c'est angoissant. Alors, la parole, on a une dette envers la parole.
La parole, paradoxalement, est une chose qui m'est donnée gratuitement. Avec le don de la vie, elle est d'ailleurs la condition de ma survie, la parole, mais elle vient avec une exigence qui est celle de la perpétuer, de l'interpréter, de la transmettre, non pas comme un contenu, mais comme un devoir de sens. Donc c'est par la parole que je vais faire quelque chose de ma vie. C'est un legs universel avec lequel je dois composer pour devenir qui je suis. Alors, juste pour... que fait la psychanalyse, hein, si on se pose la question? Eh bien, elle s'occupe précisément de sortir les sujets de toutes les manœuvres qu'ils ont faites pour échapper à cette dette-là. Alors, c'est pour ça, ce que nous avons oublié, c'est précisément ce qu'on essaie d'oublier. Hein. Pourquoi les gens vont dans des sectes? Pas parce qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprennent pas, parce que vous allez déposer votre responsabilité du sens dans quelque chose d'entièrement construit qui vous soulage de cette responsabilité. L'autre va faire du sens pour vous et vous allez pouvoir vous reposer sur ce sens-là. Mais évidemment, ça ne se fait pas sans effet secondaire, si je puis dire, et sans problème. Alors, cette dette symbolique, c'est la dette que nous avons à l'égard du sens. Et voilà, donc je veux juste savoir, même si je ne vous vois pas, si c'est compréhensible, ça. Oui. Alors, je vais enchaîner, puis après, on fera une petite période de questions. Parce qu'évidemment, je vais arriver à l'université par un saut quantitatif et qualitatif important. Alors, l'université, c'est par excellence le lieu où cette dette peut être reconduite, hein, relancée, assumée. C'est le lieu où la parole se transmet comme devoir de bien dire, d'analyser, de parler juste. Hein. Et cette justesse de la parole ne se trouve que si on est capable de rencontrer l'objet, le sien, l'objet de son désir, je dirais, pour parler comme les psychanalystes, mais au fond, son objet. Hein, vous savez, on appelle ça l'objet de recherche à l'université. Quel est votre objet de recherche? Bon, ben oui, mais c'est un objet, et c'est le mien. Bon. Et il y a beaucoup, on le voit quand on est professeur, c'est pas si simple d'avoir un objet à soi. Hein? Parce qu'avoir un objet à soi, c'est précisément rencontrer quelque chose qui est soi. On parle beaucoup de l'autre dans l'éthique, mais l'éthique, c'est comme la charité, ça commence par soi-même. Hein? Alors, quel est mon objet? L'objet de savoir, l'objet de création, l'objet à créer, l'objet à transmettre. Alors, cette justesse de la parole ne se trouve que si vous êtes capable de rencontrer et de regarder cet objet en face, hein, de commencer à l'apercevoir. Alors, si je ne pèse la valeur de cet objet qu'à ce qu'il me rapporte, autrement dit, je le vends, c'est payant, c'est un objet payant, c'est dans l'air du temps, je vais travailler cet objet-là, ça rapporte, on perd de vue la dette symbolique. Hein? Il n'y en a pas de dette. J'ai rien à devoir à personne, moi. Au contraire, je fais de mon objet un objet, une valeur d'échange. Alors, on a dit, et c'est très intéressant, je continue à dire à quel point je suis heureuse d'entendre ces réflexions brillantes qui sortent dans les journaux, à la télévision, dans les petits livres qui se publient. Hein, on dit de plus en plus sur la place publique, l'éducation, c'est un bien public. Le savoir est public. Le savoir est un bien public. C'est sûr qu'il faut travailler pour l'acquérir, mais au fond, il est là, il est dans les bibliothèques et il appartient à tout le monde. Alors, l'université a, à ce titre, une mission singulière. C'est la seule institution d'enseignement, si on part du primaire jusqu'au cégep, c'est la seule institution d'enseignement où on demande aux professeurs de transmettre non seulement un savoir déjà existant, ce qui est déjà pas mal, mais de transmettre aussi un savoir dont il est aussi l'un des maillons. L'université, c'est le seul lieu d'enseignement où on exige un perpétuel travail pour les profs d'élaboration à partir du savoir. Un prof d'université doit rester un créateur de sens. C'est pour ça que la recherche, qui s'est toujours appelée la recherche,
l'écriture publique, la publication, l'échange avec les autres, avec les étudiants, avec les collègues. Tout ça, ça a toujours été considéré comme une part importante de la tâche professorale, dans la mesure où c'est ce qui alimente l'enseignement. On a toujours dit, jusqu'à récemment, que recherche et enseignement étaient absolument indissociables. Depuis 20 ans, à peu près, il s'est produit une scission très étrange et de plus en plus importante et grave entre ce qu'on appelle encore la recherche et l'enseignement. Et en fait, on a fait croire aux profs que la recherche ne faisait plus vraiment partie de la tâche de professeur pour laquelle ils sont très bien rémunérés par un salaire. On est payé pour enseigner et faire de la recherche. Ça a toujours été ça la définition du poste. On leur a dit que l'octroi de subventions devait s'ajouter à leur salaire pour payer la recherche. Et on comprend que ce discours a sa raison d'être dans des secteurs où, on pourrait dire, le renouvellement d'équipements sophistiqués, des laboratoires, etc., nécessite vraiment des fonds qui ne peuvent pas être pris en charge là, par les chercheurs eux-mêmes. Mais cette logique de la recherche subventionnée qui a toujours existé dans certains domaines, elle s'est répandue dans tous les domaines. Tout le monde a voulu sa part de subvention. Et depuis 20 ans à peu près, on en est venu à trouver normal que tout acte de recherche, qui, je le rappelle, fait partie du poste de professeur, tout acte de recherche, eh bien, il doit être rémunéré. Alors, ça aussi, je dirais, de l'intérieur, ça s'appelle l'économie du savoir. On s'est retrouvé brusquement, alors je dis 20 ans, mais ça s'est fait finalement très rapidement. On s'est retrouvé embarqué dans une, j'appellerais ça une machination, où on est tout à fait asservi à la rentabilité de la parole. Et l'enseignement, dans toute cette logique de la recherche subventionnée, l'enseignement n'est jamais pris en considération. Et là, je vais vous compreniez bien, la recherche subventionnée, ce n'est pas les bourses d'études aux étudiants. Au contraire, tout cet argent, alors on a fait des calculs, là, mais nos camarades Éric Martin, Maxime Ouellette nous ont sorti les chiffres. Cette recherche subventionnée qui va aux professeurs, elle atteint presque 1 milliard si on compte les chaires du Canada, les FCI, bref, toutes ces méga subventions qui se sont mises à nous tomber du ciel, et dont je vais parler plus en détail pour que vous compreniez bien. Donc, tout cet argent, pendant ce temps-là, n'est pas donné directement aux étudiants en bourse et évidemment n'est pas non plus donné comme un... C'est-à-dire qu'à partir du moment où on augmente les frais de scolarité, dans cette logique-là, il y a une hypocrisie fondamentale. Bon, c'était mon premier moment subversif. Alors, je veux savoir, est-ce qu'il y a des questions? Parce qu'au fond, je peux continuer. Voulez-vous... Tout va bien? Je parle de la violence symbolique pour mieux revenir après à cette affaire-là de dette symbolique. Parce que je veux que vous compreniez que le petit détour que je viens de faire par la dette symbolique, c'est bien sûr pour nous amener à cette affaire. On parle de dette d'argent. Hein? Bon. Et la question de la dette symbolique, à partir du moment où on a une dette bancaire faramineuse, on pourra toujours se dire « j'ai tellement payé et je suis encore en train de payer que je ne dois plus rien. Ne venez pas me parler d'une dette symbolique. Hein. J'ai payé pour obtenir ce que j'ai eu. » Alors la dette symbolique, c'est trop. C'est pour ça que c'est très important de ne pas endetter d'une part les étudiants et de réveiller le corps professoral de son bain de subvention, c'est-à-dire le sortir un peu de cette logique où tout le monde, et c'est pour ça que c'est une violence symbolique dont je vais parler, comment ça se fait que ça a marché, comment ça se fait qu'on s'est retrouvé à contribuer à cette logique marchande. Hein? C'est quand même une question très importante. Et comment on va faire? Est-ce qu'on peut reculer? Est-ce qu'on
peut plus reculer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver un peu d'équilibre dans tout ça et surtout répartir les fonds qui sont énormes. L'université, et là tout le monde le dit, donc je n'invente rien, là, je ne sors pas ça de mon chapeau, l'université n'est pas sous-financée. Elle est extrêmement financée. Elle est mal financée et donc il faut essayer de revoir tout ça. Il y a énormément d'argent dans les coffres qui sont attribués à la recherche et qui sont distribués nommément à des chercheurs, à des méga-groupes, etc. Et je vous expliquerai comment ça marche parce que, évidemment, les étudiants sont aussi pris là-dedans. Et donc, voilà. Alors, comment nous sommes arrivés là? On va appeler ça psychanalyse du trou de mémoire. Donc, comment ça se fait qu'on a oublié qu'on avait une dette symbolique? Comment ça se fait qu'on a oublié que nous, les profs, ça faisait partie de notre profession de faire de la recherche, qu'on s'est retrouvés à dire « je n'irai pas dans un colloque si on ne me paie pas toutes mes dépenses ». Je ne publierai pas un article si on ne me paie pas. Je dois avoir une subvention pour écrire. Hein, et au bas de page, vous mettez « Merci au Canada et au Québec pour la... » Mais oui, on remercie les fonds pour la production de cette œuvre de 20 pages, par exemple, dans un article savant. C'est devenu tout à fait grotesque. Bon. Alors, la violence symbolique, donc, c'est de ça que j'avais parlé. On en a parlé dans le cours Enjeux du roman québécois. Je l'avais présenté sur le plan plus politique du Québec. On en parlera peut-être au passage parce que c'est absolument intimement lié à la question des subventions. Juste peut-être pour faire une petite ouverture, dans le devoir du 16 février, nos collègues de l'Université de Montréal, Michel Seymour, Louis Dumont, Jean-Claude Marsan, Daniel Turp, ont fait un article et ils disaient justement que lorsque le fédéral, à la fin des années 90, a équilibré son budget, plutôt que de faire le transfert normal d'argent pour l'éducation au Québec, vous savez que l'éducation, c'est une juridiction provinciale. Donc, habituellement, on retourne l'argent des impôts fédéraux au Québec pour que les provinces, en fait, gèrent cet argent. Or, plutôt que de faire ce transfert, à la fin des années 90, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé pour les étudiants les bourses du millénaire, avec le drapeau canadien, les chaires du Canada, qui sont données à des professeurs, et du coup, ces professeurs sont dégrevés de cours. Ce n'est pas pour l'enseignement, les chaires du Canada, c'est pour la recherche. C'est d'immenses montants qui sont remis à un professeur qui, brusquement, est sorti de la collégialité dans laquelle on se trouve, parce que les universités québécoises, il faut le dire, l'équité salariale existe dans nos universités, les salaires sont publics, l'échelle salariale est publique, et donc il n'y a pas tout au départ, c'est vraiment fait pour que ça soit syndicalement tout à fait juste, et donc on monte dans l'échelon au fur et à mesure qu'on vieillit et qu'on avance. Bon. Et bien là, ces chaires ont fait en sorte que brusquement, vous avez un collègue qui, en plus de son salaire de prof, se retrouve gestionnaire de 2 millions de dollars. Évidemment, il s'entoure d'une équipe d'étudiants, il paie des gens, il peut faire des colloques à volonté, etc. Mais l'enseignement là-dedans, il est dégrevé. Hein. Il est obligé de donner un cours au lieu de 4 par année. Alors, ce que disent nos collègues, c'est que donc, il valait mieux, parce que la question qui est posée, c'est pourquoi on veut hausser les frais de scolarité? Bon. Et moi, je dirais, pourquoi on en est arrivé là? On en est arrivé là, d'abord, parce qu'il y a eu une décision politique qui a dit qu'il valait mieux investir directement auprès des gens. Hein? C'est notre vision individualiste du monde. On parle d'un bien public. Là, on va dire, on va donner de l'argent comme ça, nommément. Hein? Et on a acheté tout le monde, d'une certaine manière. Vous avez eu donc les bourses du millénaire, qui sont les très grandes bourses de 35 000 $ là, pour les étudiants. Les chaires du Canada, alors ça s'appelle Fondation canadienne de l'innovation, FCI, c'est des millions ça aussi, c'est des méga-projets. Ils ont augmenté les fonds au CRSH, pardon. Bon, bref, l'argent a été distribué comme ça, très généreusement, non pas à l'État québécois, mais à des personnes qui demandaient, qui faisaient des demandes de subventions et qui donc, du coup, obtenaient cet argent. C'est très important de le savoir parce que c'est évidemment quelque chose qui met en péril tout à fait le pacte, d'abord le pacte social sur l'éducation, mais l'institution universitaire telle que le Québec l'a inventée. Le Québec a inventé une université qui n'est pas du tout la même que vous trouvez à Toronto ou même sur la rue Sherbrooke, pas loin d'ici. Hein,
les universités québécoises ont vraiment inventé quelque chose de singulier. Et en tout cas, l'UQAM, on pourrait dire à la fin des années 60, invente une université où, justement, la hiérarchie n'est plus la même que dans les grandes universités classiques, mais surtout où la collégialité est fondamentale, c'est-à-dire que tous les profs, d'une certaine manière et d'une manière certaine, sont égaux dans, on pourrait dire, dans leur accession à la promotion, à l'échelon, bon, bref, etc. Alors, la violence symbolique. Donc, on garde cette idée, c'est le même terme, symbolique, ça renvoie au registre de l'ordre symbolique. Alors, juste pour dire rapidement, mais vous le savez sûrement, définissons la violence, qui est un concept qui n'appartient pas à la psychanalyse, en fait, c'est un concept qui vient de la philosophie, qui se retrouve dans les travaux de sociologie politique, d'anthropologie, de philosophie politique, d'histoire, bon, bref, dans toutes les études qui s'intéressent au pouvoir et à la domination. Alors, la définition la plus simple de la violence, c'est l'utilisation de la force, physique, psychologique, quelle qu'elle soit, pour contraindre, pour dominer, pour causer un dommage et à la limite pour tuer. Alors, je vous rappelle que nous vivons dans un état de droit. Alors, un état de droit fait un petit peu de b.a.-ba, mais au fond, on est dans un bar, puis on a le droit de refaire un peu notre abécédaire. Alors, l'état de droit dans lequel nous sommes, c'est... là aussi, je peux vous simplifier ça d'une certaine manière, c'est-à-dire que c'est bien sûr la primauté du droit, qu'on appelle le droit à l'éducation. C'est bien parce qu'on est dans un état de droit qu'on peut réclamer des droits. Mais c'est donc une situation juridique qui soumet tout un chacun, et les gens de pouvoir aussi, les puissances publiques, aux lois. Alors, c'est très intimement lié à la séparation des pouvoirs. Montesquieu, entre autres, qui est homme des Lumières, donc qui publie L'Esprit des lois en 1748, va dire c'est très important de séparer les pouvoirs. Alors, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Alors, vous allez comprendre très vite dans quel pays nous vivons. Par exemple, une démocratie parlementaire, c'est exactement notre type de démocratie. Le législatif, c'est-à-dire le Parlement, qui comprend tous les partis représentés. Donc, le législatif limite, en principe, le pouvoir de l'exécutif, qui est le gouvernement. On a vu comment Harper ferme le Parlement, parfois quand les discussions sont trop risquées. Mais en principe, le Parlement est là pour limiter le pouvoir du gouvernement. Donc, cette logique-là des séparations de pouvoir, elle doit être respectée. Dès qu'elle n'est pas respectée, c'est une entrave à la démocratie. Et le 3e pouvoir, qui est celui du judiciaire, qui est évidemment toute la juridiction, donc tout le rapport à, on pourrait dire, l'interprétation et l'application des lois, bien, ça doit absolument aussi être séparé de l'exécutif du gouvernement, et le gouvernement peut lui-même être jugé par le judiciaire. Donc, l'état de droit, c'est la séparation de ces 3 pouvoirs-là qui, en principe, se limitent l'un l'autre. Alors, une violence politique, avant de parler d'une violence symbolique, une violence politique regroupe, on pourrait dire, tous les actes de violence qui visent c'est-à-dire qui se légitiment au nom d'un objectif politique. Une révolution, c'est une violence politique. La résistance à l'oppression, c'est une violence politique. Le droit à l'insurrection, ça existe. Tyrannicide ou régicide, c'est des violences politiques. Mais aussi, évidemment, le totalitarisme, c'est des violences politiques. On se réclame d'un discours politique, d'un objectif politique pour appliquer cette violence. Je pense que c'est clair, ça. Hein? Bon. Alors, arrivons à la violence symbolique qui, elle, est beaucoup plus problématique. Alors, la violence symbolique, les sociologues la définissent, et je vous donne la définition de Pierre Bourdieu. Alors, les sociologues l'appellent violence symbolique, tout pouvoir qui parvient à imposer des significations
ça c'est déjà important, mais la suite est encore pire. Hein? Alors, tout pouvoir qui parvient à imposer des significations. Déjà, on pourrait dire, c'est sûr que c'est un pouvoir. Hein? Bon. Et à les imposer comme légitimes en dissimulant les rapports de force qui sont au fondement de sa force. C'est-à-dire qu'on fait passer pour légitime quelque chose qui, en fait, sert une part ou l'autre des forces en puissance. C'est donc une force de contrainte voilée, hein, qui est voilée par un discours qui se donne pour légitime, qui appelle le consensus. Alors, l'exemple que je donnais dans le cours avant la grève, c'était l'exemple, parce qu'on travaillait à Hubert-Aquin, c'est évidemment la grande lettre, la grande réponse d'Hubert-Aquin à Trudeau, qui s'appelle la fatigue culturelle des, j'allais dire des névrosés, mais c'est pareil, des Canadiens français. Bon. Alors, la fatigue culturelle des Canadiens français qui répondait à un discours qui est une violence symbolique, vous allez voir, c'est que d'un seul coup, on dit, et ce discours est encore extrêmement présent, je vais vous le résumer un peu comme ça. Alors, ce que disait Trudeau surtout, c'était le nationalisme conduit à la guerre, le nationalisme conduit à la xénophobie, le nationalisme, c'est vraiment rétrograde. Pourquoi les intellectuels québécois s'abaissent-ils à être nationalistes? Et donc, évidemment, finissons-en avec cette affaire, entendons-nous et tout ira bien. Hein. Et évidemment, dans un pays semi-colonisé où les droits fondamentaux d'une part de ce peuple sont niés, bien, dire que ça ne compte pour rien et que ça conduit à la barbarie, c'est évidemment voiler une revendication légitime fondamentale. Ce que dit aussi Jacques Ferron, c'est que le nationalisme dans un pays minoritaire et dominé, il est toujours, presque toujours, hein, à gauche. Mais essentiellement, chaque fois, il est légitime dans la mesure où il exige la reconnaissance d'un droit à l'existence nationale. Le nationalisme dans les pays souverains forts, c'est très vrai qu'il faut très souvent doser. Hein. Alors, ce que fait Trudeau, c'est qu'il joue sur un mot en disant, peu importe la situation politique, le nationalisme, c'est une erreur grave et c'est rétrograde, donc il appelle à l'amitié, à la réconciliation. Bon, effectivement, c'est une violence symbolique dans la mesure où, pour répondre à ça, il faut évidemment déconstruire le discours, ce que fait Aquin dans ce texte. Alors, la violence symbolique, c'est donc une violence que l'on peut dire arbitraire. Alors, pourquoi elle est arbitraire? Bien, d'une part, et vous allez voir qu'on est là-dedans en ce moment, donc c'est des significations qui s'imposent, hein, et qui s'imposent arbitrairement. Pourquoi arbitrairement? Parce que d'une part, à cause du fait qu'elle contribue, cette violence, à renforcer l'inégalité sociale et culturelle entre les classes, par exemple, en privilégiant une classe au détriment d'une autre. Mais évidemment, elle ne dit pas ça, elle dit la juste part. C'est ça qu'elle dit. Chacun doit faire sa juste part. C'est un discours qui se présente comme moralement incontestable. Pourquoi on contesterait que chacun doit faire sa juste part? Le problème, c'est qu'évidemment, ça voile que là n'est pas la question. Alors, c'est donc une violence arbitraire parce que c'est un discours qu'il faut... Et c'est pour ça qu'il faut travailler. Et c'est pour ça que la grève, c'est magnifique. C'est une sorte d'arrêt du temps. Et on peut commencer à travailler, donc à répondre. Hein, et les gens commencent à répondre, et il y a vraiment des choses intéressantes qui se disent. Alors, elle est arbitraire aussi parce qu'elle n'est fondée sur aucun principe qui transcenderait les intérêts individuels ou les intérêts d'une classe particulière. On voit bien ici, alors je n'ai pas besoin de faire la démonstration, beaucoup de gens l'ont fait, mais il y a des intérêts en jeu dans la hausse des frais de scolarité qui ne sont pas les intérêts collectifs généraux. Alors, c'est une violence symbolique légitimée, pas légitime, hein, elle est légitimée dans la mesure, toujours, où elle apparaît par une opération de méconnaissance, on voile, on n'informe pas, donc instituée, hein, une méconnaissance instituée, qui voile toujours le fait qu'elle est destinée à certains à l'exclusion d'autres, et donc qu'elle aurait une valeur reconnue par tous. Donc, on voile, évidemment, les rapports de force qui sont en dessous. Ça va pour ça? On avance.
Alors, violence symbolique désigne plusieurs phénomènes différents qui favorisent la domination d'un groupe sur un autre, la stigmatisation de population, stigmatisation pouvant aller jusqu'à la création d'un bouc émissaire, par exemple. Bon. Alors, pourquoi on l'appelle la violence symbolique? Parce qu'elle s'attaque au sens même du lien humain, social. C'est au sens qu'elle s'attaque. Elle ne sort pas avec la matraque. Hein? Ça, c'est les plus bas qui vont sortir la matraque pour faire respecter le discours. Mais le discours lui-même se présente comme allant de soi. Il est donc un discours signifiant qui joue sur le sens et qui produit un sens qui veut se donner comme évident, incontestable. Ça s'attaque donc au lien. On dit qu'elle est symbolicide. Hein? Elle essaie de tuer le symbolique, l'ordre symbolique. Et elle est surtout désubjectivante. Et ça, c'est très grave, parce que Aquin, par exemple, dans son texte, mais dans toute son œuvre, va dire le Canadien français est un agent double. Hein? Parce qu'il a, dans l'histoire, rusé avec le maître britannique, dominant, économiquement plus fort. Hein? Il a rusé, et il a rusé pour arracher ici et là des pouvoirs. Alors, cette ruse, on pourrait dire, elle nous a sauvés, mais chaque fois, elle se retourne aussi contre nous. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, pendant ce temps-là, la domination perdure. Alors, toute notre histoire, je ne la ferai pas ce soir, je ne suis pas historienne, mais disons toute notre histoire avec l'Église catholique qui, à la fois, nous a sauvés, autrement dit, c'est-à-dire à protéger ce qu'elle appelait la culture et à qui elle va énormément reprocher, pas juste à l'Église, mais au Québec tout entier, d'avoir une définition de la culture extrêmement restreinte qui vient de notre histoire, à savoir que la culture, c'est les productions culturelles au sens artistique, anthropologique, etc. Mais on ne se mêlera jamais d'économique, hein, de politique. Donc, le Québec se retrouve confiné dans une notion où la nation, c'est quelque chose de très restreint et limité. Alors, ça permet à la langue française de perdurer, aux écoles, bon, etc. Il y a quand même quelque chose qui est tiré de ça. Mais en même temps, on reste confiné dans une position dominée. Et pourquoi il est agent double? Parce qu'il croit au discours qui s'impose à lui, qu'il faut en finir avec ces chicanes. Hein? Il faut en finir avec la chicane nationale. Et donc, on va faire comme tout le monde, on va participer à la vie politique, mettons, canadienne, parce que je parle du Québec. Et du coup, alors, énormément de Canadiens français travaillent, on pourrait dire, contre la nation québécoise, pas nécessairement parce qu'ils sont méchants ou pervers, mais parce que, d'une certaine manière, le discours est légitimé et qu'on suppose qu'on peut, comme ça, l'assumer et qu'on va devenir du même. Mais tant que cette question, où il y a un rapport de force non réglé, hein, tant que la question du rapport de force non réglé est voilée, ben, il ne se règle pas, ce rapport de force. Et d'une certaine manière, il va faire retour constamment. Ça ne sera jamais fini, la chicane, comme ils disent. Bon. Alors, la violence symbolique, elle est désubjectivante parce qu'elle nous place en position un peu schizophrène. Parce qu'elle détruit le rapport d'intersubjectivité, et après qu'on aura pris une pause parce que les spots sont très, très chauds, je reviendrai à l'université pour dire comment la violence symbolique dans l'université s'est inscrite et comment, d'une certaine manière, tout le monde s'est trouvé à participer dans une schizophrénie assez ahurissante et inaperçue, sauf par certains, dont je suis. Donc, comment cette violence symbolique s'est inscrite dans l'université. Mais donc, elle détruit notre liberté de sujet, elle détruit notre intersubjectivité, elle est meurtrière au sens, elle est suicidaire à la limite. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que nos institutions s'auto-détruisent. On n'a pas besoin là, d'étrangers. On entre nous-mêmes dans la participation à cette destruction. Encore une fois, la violence symbolique s'attaque au sens. Et c'est une effraction, on dirait, démaillante, qui démaille les liens de la collectivité. Et à notre époque, c'est très, très clair. Chacun est renvoyé à soi-même individuellement.
On doit faire sa part parce qu'il y en a d'autres qui font leur part, etc. Comme si il fallait, d'une certaine manière, chacun bénéficier personnellement des choses dans la mesure où on paye et où on a droit d'obtenir ce qu'on a payé. Alors, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le nom que les étudiants en études littéraires ont donné à leur publication de grève, qui s'appelle « Faire maille ». Je trouve ça tout à fait bénéfique, parce que faire maille, c'est aller à l'envers de ce démaillage, donc qui est précisément l'effet de la violence symbolique. Voilà. Alors, ma contribution, je dirais, je vais parler un petit peu à partir de la psychanalyse pour essayer d'analyser ce que j'ai appelé la psychanalyse du trou de mémoire, comment on en est arrivé là. Mais je pense qu'on pourrait peut-être prendre une petite pause. Alors, la violence symbolique à l'université, voilà le sujet. Alors, je vais vous dire comment ça se passe du côté des professeurs, c'est-à-dire, alors, au bac, on n'en a pas toujours une perception très claire. Dès qu'on arrive aux études supérieures et qu'on entre au fond, là, on est beaucoup plus inscrit dans les rouages de cette affaire. Alors, elle est repérable, entre autres, dans un discours qui est très, très installé, qui est institué, qui soutient que la recherche subventionnée est le critère de légitimation de la recherche universitaire. Alors, moi, ça fait quand même 20 ans que je suis prof à l'UQAM. Quand je suis arrivée, dès 1993, c'était comme ça. Bon. Et ce qui importe, je l'ai dit, c'est qu'un universitaire continue à créer du savoir. Et à partir du moment où on continue d'écrire, de publier, de penser, on est d'une certaine manière protégé. Mais ce que j'ai vu de plus en plus se resserrer comme un étau, c'est qu'on exige des nouveaux professeurs depuis 10 ans, les jeunes qu'on engage, qui sont issus, donc qui ont fait leur doctorat, qui sont issus de la machine universitaire, évidemment. Dès qu'ils entrent à l'université, où ils devraient sauter de joie, dire « Enfin, j'ai un salaire pour penser, créer, écrire, enseigner, parler, etc. » Eh bien, on leur dit « Il faut que tu fasses ta demande de subvention. » N'oublie pas que tu dois faire une demande de subvention, parce que la demande de subvention te constituera, l'un des nôtres, comme reconnu. La recherche subventionnée, c'est... Alors, tous les profs n'y croient pas à ça, mais la machine marche comme ça. On évalue les professeurs à l'UQAM, c'est aux 5 ans qu'on nous évalue, et les profs sont très fiers de dire qu'ils ont eu tant de subventions, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été évalués. Ce n'est pas des fonctionnaires qui évaluent leur travail, c'est des pairs, c'est-à-dire d'autres professeurs, mais qui sont assujettis à un dispositif qui est lié à la demande de subvention, c'est-à-dire que les critères pour obtenir une subvention sont dictés entièrement par les instances qui les donnent, à savoir le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Et c'est calqué sur les demandes de subventions scientifiques. On opère avec ça en lettres, en arts, en philo, en mathématiques, etc. On a des demandes de subvention et on doit remplir les cases qui sont essentiellement faites pour une pensée positiviste qui va donner des résultats qui part avec une hypothèse. Alors, excusez-moi, mais quand on est un intellectuel, on ne fait pas des hypothèses qui nous conduiront à un résultat. Ça ne marche pas comme ça, la pensée. On travaille avec du savoir, on poursuit le travail du savoir déjà existant, etc. Mais les professeurs se sont quand même pliés parce que c'était la condition pour obtenir des subventions. Et donc, je vais reprendre mon petit texte. Donc, la question, c'est que maintenant, tous les domaines, pas seulement les domaines scientifiques, qui ont toujours eu, on pourrait dire, eux, de la recherche subventionnée parce que ça coûte très cher, on pourrait dire dans certains domaines comme la médecine ou la recherche fondamentale en sciences. Donc, la question, c'est que maintenant, tous les domaines, tous ceux qui étaient reconnus pour leur formation critique, pour leur engagement dans la pensée libre, l'université, c'est ça, c'est le lieu où on peut penser, pour la création, alors philo, études littéraires, sciences politiques, droit, le département de sciences juridiques de l'UQAM est un département beaucoup plus à gauche, si on peut dire, que les autres départements de droit plus traditionnels. Il s'est créé dans un mouvement
qui voulait justement défendre une certaine manière de faire du droit. Bon. Alors, tout ce qui relève des arts et des sciences humaines, tous ces domaines ont avalisé, donc ont assumé ce discours de légitimation. Alors, ils l'ont assumé. Les profs ne sont pas devenus fous du jour au lendemain, là, même à long terme. Pas tous, en tout cas. Mais c'est-à-dire, on n'y croit pas tant que ça entre nous. C'est ça qui nous rend schizophrènes. C'est qu'on sait bien que ce qu'on a mis dans la forme, dans la demande, on va le réaliser quand même sur une certaine, à notre manière, mais on est pris à devoir répondre à des critères qui vont finir par mouler toute la manière de présenter notre pensée. Par exemple, on embauche de nouveaux professeurs qui viennent nous présenter leurs recherches et qui nous disent qu'ils ont 3 axes de recherche. C'est exactement ce qu'on voit sur les demandes de subvention. La première s'en va dans cette direction-là, la deuxième. Bon, c'est très, très formaté. Et du coup, on est schizo parce que je me souviens d'un comité d'embauche où on s'est dit, mais on est complètement à côté. On leur enseigne qu'il faut faire des demandes de subvention. Et quand on reçoit des candidatures où les gens ont été absolument parfaits, on ne veut pas les engager. Parce qu'on se dit, c'est pas ça qu'on veut. On veut un esprit libre, on veut quelqu'un qui a fait sa thèse puis qui a été... Ben oui, mais alors, ça ne marche pas. C'est là où je dis, il y a une schizophrénie. Et on est là, puis on fait quoi? Bon, moi, ma position, c'est on arrête de dire qu'il faut faire des demandes de subvention dans nos domaines. Mais bon, je vais vous dire pourquoi c'est difficile d'arrêter. Puis vous allez voir que votre part à vous, elle est aussi essentielle parce qu'on est pris dans un engagement moral. Quand on reçoit une subvention, ce n'est pas dans notre compte en banque, puis ce n'est pas pour s'acheter des choses, c'est déposé dans les fonds de l'UQAM. Et 70 % de l'argent versé doit retourner aux étudiants. 70 % de la subvention doit être versée en salaire aux étudiants. Alors, vous comprenez que ce n'est pas à tous les étudiants, que c'est aux étudiants qui vont faire de la recherche pour nous, mais ça a toujours existé. Il y a toujours eu des étudiants qui travaillaient avec des professeurs et qui ne sont pas tous les étudiants. Mais là, du coup, on peut salarier des étudiants et en fait, on a même le devoir de créer pour 70 % du montant des salaires étudiants. Alors, mais beaucoup de mes collègues se disent, il faut absolument que je demande une subvention parce que j'ai beaucoup de bons étudiants, ils sont pauvres comme Job. Si je n'ai pas de subvention, ils n'auront pas de contrat. Vous voyez dans quelle machine on est. Bon, alors, l'enjeu est moral. Et là, on augmente les frais. Tout à coup, on apprend que les frais de scolarité, les droits de scolarité vont augmenter. Tout est foutu. tout est mélangé. Alors, qu'est-ce qui se passe aussi? Pourquoi cet argent-là, ce 70 % n'est pas donné aux étudiants? Ça passe donc par un système qui veut que le professeur soit non seulement un professeur pour ses étudiants, mais un employeur. Bon, un employeur, et du coup, on va créer des emplois. Alors, mais on a dit, ben oui. Et il y a un texte de notre collègue Normand Bergeron qui s'appelle « Je ne suis pas une PME ». Mais on demande aux profs, le recteur de l'Université de Montréal a dit « Tous les profs, c'est merveilleux, deviennent de plus en plus des PME ». Bon, bien, ça ne fait pas notre affaire. Hein? Mais au fond, c'est ça qu'on devient. Parce que, et avec tout le système qui s'est mis en place, eh bien, on donne des salaires aux étudiants. Alors, tout dépend des professeurs, du coup. Ce qui se passe très souvent, c'est qu'on fait travailler les étudiants sur nos recherches. Tu vas aller me faire une bibliographie, toi, tu travailles sur ça, je vais faire ça. Alors, on peut créer là aussi, on peut faire des choses intéressantes. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ça, c'est beaucoup, beaucoup d'argent qui doit transiter par les professeurs et qui pervertit entièrement notre rapport à l'enseignement, à la transmission, etc. Moi, j'en suis convaincue, je l'ai vu. Qu'est-ce que je vois? Je vois dans des gros centres de recherche où il y a beaucoup d'argent, plusieurs étudiants travailler autour d'un professeur qui lui-même est excellent. Ça ne remet pas en cause la qualité des professeurs. Ça remet en cause le fait que tout à coup, vous avez une sorte de petite fourmilière. Bon. Et qu'est-ce qui sort de ça? Bien, c'est souvent des mémoires, des thèses qui sont un peu tous dans la même ligne. Et ce que je vous disais au début, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. On ne pourra se reconnaître libre que quand on sera capable de reconnaître son rapport à l'objet, à son objet.
La grande difficulté pour un étudiant et pour un universitaire, c'est de trouver son objet. Quel est mon objet de désir? Qu'est-ce que je veux travailler? C'est quoi ma question? Hein? C'est des choses qu'on commence à se poser en fin de bac. On est dans une culture générale et puis peu à peu, on doit un peu trouver dans quoi je vais me reconnaître, qu'est-ce que je veux interroger, qui suis-je, où vais-je? Bon. Mais si on vous le donne, l'objet, c'est c'est relax, hein? Je n'ai pas d'angoisse. Moi, l'objet, on me l'a donné et puis voilà, je te paye même. Mais moi, j'appelle ça une perversion absolue du rapport universitaire. Et c'est là où ma résistance... Je dis, comment on va résister à ça? Parce que ce qui est très difficile... Là, vous êtes dans la rue parce qu'on vous demande de payer. Est-ce qu'on va descendre dans la rue pour qu'on nous enlève l'argent? Comment on fait? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que cet argent pourrait être tourné au bon endroit? C'est-à-dire, dans les budgets de fonctionnement des universités, et je ne parle pas de toutes les subventions, il ne s'agit pas d'éliminer entièrement l'affaire, mais de pouvoir, je dirais, on en prendrait la moitié, et on aurait beaucoup plus que les millions qu'on vous demande, les grenailles que ça va donner par les hausses de frais de scolarité. Sans compter toutes les autres sources que le gouvernement peut trouver et que tout le monde a déjà dénoncées, à savoir l'imposition des grandes firmes, etc., qui, bon, toutes ces questions-là restent absolument sur la table et sont parfaitement justes. Mais je dis, à l'intérieur de l'université, il y a quelque chose de rotten, comme dirait Hamlet. C'est pourri. Et moi, je me demande vraiment ce qu'on doit faire avec ça. C'est-à-dire, moi, personnellement, je sais quoi faire avec ça. Mais, c'est-à-dire, pour ma part, mais il y a la question morale, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, à l'UQAM, je vous dirais, et dans toutes les universités, il y a un fonds de fonctionnement. Il y a un budget de fonctionnement. Et on pourrait dire, on peut toujours avoir des assistanats d'étudiants. On aura toujours des étudiants qui peuvent faire de la correction pour nous ou qui peuvent faire ce qu'on voudra bien leur faire d'intéressant, etc. Mais quand on a 2 millions à gérer et que dans la demande de subvention, vous devez avoir 2 post-docs, des doctorats, des employés techniques qui ne sont pas des étudiants, tant d'argent de fonctionnement technologique. Et récemment, un collègue nous a dit, j'ai 175 000 $ que je ne peux dépenser ni en salaire étudiant, ni en technologie, je ne peux le dépenser qu'en réfection de local. Mais oui. Bon, ça c'est 175 000 $ qui est là, qui peut pas... Mais c'est ça que je vous dis, c'est dicté. On ne peut pas le dépenser. Si on ne le dépense pas comme ça, il retourne. Bon, il y a des mauvaises langues qui ont dit, eh bien, qu'il retourne cet argent. Mais vous voyez comment l'université donc peut se payer des réfections de locaux aux frais des subventions. C'est intéressant pour une université d'avoir des professeurs subventionnés parce que dans les subventions, ils ont inclus plein de choses. On pourrait se dire que ça a été fait de bonne foi, j'en doute beaucoup. Ça n'a pas été fait de bonne foi puisque ça a voulu précisément désolidariser la classe universitaire. Du coup, on est désolidarisé parce qu'on aura un collègue que tout le monde aime et qui n'est pas du tout lui-même un pervers. Hein? C'est pas les personnes qui sont en cause, c'est le système. Mais il faudra lui dire merci, hein? Parce que, écoutez, c'est tel prince ou telle princesse qui a rendu ce local si beau, la nouvelle peinture, le nouveau tapis, voilà. On a acheté des ordinateurs, voilà. Et là, on ne dit pas merci à l'institution qui a fait un travail et qui est bénéfique pour tous, c'est qu'il y a quelqu'un à qui on doit. Alors, même si cette personne est généreuse, tout est foutu. Le lien symbolique est, d'une certaine manière, brisé. Alors voilà, ça c'est un peu ce que je voulais dire parce que, et que nous sommes des PME, c'est un fait, et des PME avec un souci moral parce que les meilleurs collègues que j'ai, qui abondent dans mon sens, disent « il faut absolument que j'ai de l'argent pour mes étudiants ». Et donc, c'est ce discours-là, c'est-à-dire on se sert au fond de vous, mais nous, on ne s'en sert pas, mais le discours a voulu que c'est pour les étudiants qu'on fait ça. Et c'est vrai, sauf qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux distribué et qui reviendrait aux étudiants, et qui reviendrait aux étudiants de manière peut-être plus universelle que quelques grenailles ici et là. Hein? Bon. Et je vais terminer par 2 citations que j'aime beaucoup. La première, donc, elle est d'un grand rabbin
qui s'appelle Yeshayahu Leibovitch. Il est mort en 1994. C'était un grand chimiste, un philosophe, un écrivain. Et il a écrit un livre qui s'appelle Les fondements du judaïsme. Donc, c'est vraiment un penseur du judaïsme. Et il dit ceci. Je reviendrai vous parler de l'étude de la Torah un autre soir, mais là, je vais vous donner que la citation. L'étude de la Torah, dans l'univers du judaïsme, n'est ni un moyen, ni un appareil pour acquérir certains contenus. Elle est elle-même, l'étude, le contenu de la vie spirituelle, de la conscience culturelle, intellectuelle, voire émotionnelle de l'homme. Cette étude ne consiste pas seulement à étudier ce qui est écrit dans la Torah, mais aussi à réfléchir, la méditer, la commenter, en tirer les conséquences dans la vie immédiate. Et on appelle ça étudier la Torah pour la Torah. Et pas étudier la Torah pour autre chose. Et je trouve intéressant qu'on revienne à ça, c'est-à-dire que travailler la pensée pour la pensée. Parce qu'on est dans une société où on dit à quoi ça sert. Bien, ça sert à penser. Et penser, c'est l'acte le plus humain et le plus éthique qui nous soit donné. Donc, penser pour la pensée, pour faire avancer la pensée. Et l'autre citation, j'en ai fait ma devise à la fin d'un livre sur le Messie, d'ailleurs, qui nous vient, celle-là, c'est très belle, c'est une devise qui appartenait à Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange, qui a été lui aussi un grand contestataire au XVIe siècle, qui a contesté donc, le grand pouvoir, l'Empire catholique de Philippe II d'Espagne, donc, qui avait son Empire catholique, et Guillaume d'Orange, donc, qui a donné aussi cette devise aux protestants. Alors cette devise, quelle que soit la religion qu'on ait, vous allez voir, elle est parfaitement intéressante. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. C'est le contraire de tout ce qu'on dit. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Entreprends. Entreprends pour entreprendre. Quel que soit tout ce qu'on dira que c'est impossible, que c'est intenable, qu'il n'y a pas d'espoir. Donc, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre. Allons-y. C'est ce que vous avez fait finalement. Bon. Et il n'est pas nécessaire de réussir pour continuer, pour persévérer. Et à mon avis, avec ça, peut-être qu'on peut arriver à quelque chose. Mais bon, comme vous le voyez, c'est paradoxal, c'est difficile, c'est certainement très angoissant. Alors, je m'arrête là-dessus.